Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur Al 24 News pour cette nouvelle édition de l'information à la une de l'actualité de ce 13 février. Et ce 13 février, justement, l'Algérie commémore un bien triste anniversaire, celui des essais nucléaires de la colonisation française à Ergen dans la wilaya d'Adrar. 62 ans après, ce crime contre l'humanité continue de faire des victimes. Le vice-ministre hondurien des Affaires étrangères, Gerardo Torres Zelaya, effectue une visite de travail en Algérie. Il annonce officiellement depuis le Sahara occidental la reprise des relations diplomatiques entre le Honduras et la République arabe sahraoui démocratique. Économie, nous allons nous intéresser dans cette édition au bras de fer entre le constructeur automobile Renault et son ancien PDG, Carlos Ghosn. Culture, direction le Festival international du film de Berlin. Dans cette édition, il accueille, comme à son accoutumée, plusieurs réalisateurs venus des 4 coins du monde pour décrocher le fameux Ours d'or. C'est donc un bien triste anniversaire que commémore aujourd'hui l'Algérie, celui des essais nucléaires de la colonisation française à Ergen dans la wilaya d'Adrar, un certain 13 février 1960. Un champignon radioactif, résultat d'une bombe nucléaire plus puissante que celle d'Hiroshima lors de la Deuxième Guerre mondiale, a assombri le ciel bleu de la région d'Adrar, s'ensuivit d'une longue série d'essais nucléaires, 13 au total, 62 ans après. Ce crime contre l'humanité continue de faire des victimes. Safwan Ben Sabri. 62 ans se sont écoulés depuis l'opération que l'on nomme Gerboise bleue. Pourtant, la mémoire de ceux qui sont encore là pour en témoigner reste vive. Aussi vive que les séquelles laissées par la déflagration sur les corps et les esprits des témoins de l'époque. Le 13 février 1960 a eu lieu le premier d'une longue série d'essais nucléaires français dans le Sahara algérien. À 7h04, la bombe atomique explose sur le site nucléaire de Hamoudia. La bombe est chargée de 70 kilotonnes. Son explosion est à titre de comparaison 4 fois plus forte que celle d'Hiroshima. Les retombées radioactives vont jusqu'à 200 km autour du site alors que les habitations les plus proches se situent à seulement 70 km du point zéro. Les militaires français demandent aux personnes présentes de se recroqueviller sur le sol et de fermer les yeux au moment de l'explosion. Les mesures de précaution sont dérisoires face à l'ampleur de la bombe. Les témoins racontent que même les soldats debout sont mis à terre par le souffle de la déflagration. L'État français déclare à l'époque que l'opération est sous contrôle. Pourtant, le lendemain, le nuage radioactif atteint Tamen Rasset, N'Djamena. 4 jours plus tard, ce dernier plane au-dessus de Bamako. 2 semaines plus tard, il atteint les côtes espagnoles. Les habitants de la zone avoisinant les essais nucléaires ont directement été exposés aux effets radioactifs de la bombe et leurs descendants payent aujourd'hui encore les conséquences des expériences menées il y a 62 ans. Malformations, plusieurs types de cancers et fausses couches pour ne citer que cela sont le résultat de ce drame humain. Après le retrait de l'armée française en 1967, des déchets ont été abandonnés sur place. Placés sous le sceau du secret défense, la grande majorité des documents autour de l'opération n'ont pas été déclassifiés, faisant fi des demandes des scientifiques internationaux et des victimes algériennes. La responsabilité de la France est souvent pointée du doigt. La loi Morin de 2010 sur l'indemnisation des victimes prévoit que 15 000 personnes présentes lors des essais en Polynésie et en Algérie devraient être indemnisées. Dans la pratique, ce chiffre est loin d'être atteint. La majorité des victimes indemnisées sont françaises et certains dénoncent une politique de 2 poids, 2 mesures. Supposée montrer la grandeur de la France en matière scientifique, la détonation a mis en lumière une face encore plus sombre de l'État colonial. Gerboise bleue, le nom de code donné par la France coloniale à cette opération à Ergen, ce sera justement le sujet du Zoom du 19h, juste avant la fin de ce journal. Nous restons en Algérie. Les défis sécuritaires dans la région du Sahel africain et leurs répercussions sur la stabilité dans la région, c'est le thème de la conférence animée à Alger par l'ancien président du Niger, Mamadou Issoufou, en présence notamment du chef de la diplomatie algérienne, Mamadou Issoufou, est revenu sur le rôle pionnier de l'Algérie dans la stabilisation de la région du Sahel. Les détails avec Sohila Kilal.
L'ancien président du Niger, Mamadou Issoufou, a estimé que l'Algérie avait un rôle important à jouer dans la stabilisation du Sahel, vu l'ampleur et la complexité de la crise dans la région. J'insiste pour dire que l'Algérie a un rôle important à jouer. Parce que l'Algérie, c'est quand même la première puissance militaire de l'Afrique, du continent. L'Algérie, c'est notre première puissance militaire. Et l'Algérie a la capacité et l'expertise nécessaires pour contribuer à la stabilité du Sahel. Mamadou Issoufou a estimé que le soutien de l'Algérie dans la lutte antiterroriste dans la région est essentiel. La lutte contre les organisations terroristes dans le Sahel nécessite le soutien de l'Algérie. Ce soutien est essentiel pour la recherche de la paix et de la stabilité dans la zone. L'implication de l'Algérie doit concerner tous les domaines car la lutte contre le terrorisme est aussi idéologique, politique et économique, a souligné Mamadou Issoufou. Et l'implication de l'Algérie doit concerner tous les domaines car la lutte contre le terrorisme et le crime organisé est certes militaire, mais elle est aussi idéologique, elle est aussi politique, elle est économique. Le conférencier est revenu sur le rôle pionnier de l'Algérie dans la stabilisation de la région du Sahel, énumérant au passage les initiatives de paix et de dialogue que l'Algérie a initiées. L'Algérie a été à l'avant-garde de la création des mécanismes de coopération et de dialogue au Sahel. Elle a été l'artisane des accords de paix entre certains gouvernements, comme celui du Niger ou du Mali. Elle a été tout récemment l'architecte des accords de paix dits d'Alger entre les organisations armées et le gouvernement malien. Présent à la conférence, le chef de la diplomatie algérienne Ramtan Mamra est revenu sur l'expérience de la transition au Niger, qui a rapidement abouti à des élections grâce aux efforts de tous, notamment des militaires, estimant que ça devait être une source d'inspiration pour le Mali. Au moment où dans certains espaces proches de nous, la transition ne se dessine pas et fait l'objet de difficultés de conception et de conduite, au Niger, l'opposition s'était rapidement unie sur l'exigence d'un retour à l'ordre constitutionnel. Les militaires étaient pressés de rentrer dans leur caserne. C'est ainsi que cette transition n'a duré qu'une petite année et nous avons eu des élections démocratiques qui vous ont porté au pouvoir haut la main. C'est dire qu'il y a une source d'inspiration pour l'actualité, notamment au Mali. Pour finir, Mamadou Issoufou a encouragé les pays africains à construire des institutions démocratiques fortes et stables pour venir à bout de toutes les menaces qui gangrènent les pays africains. L'ancien président nigérien appelle les pays africains à faire front uni lors du prochain sommet Union européenne-Union africaine pour défendre les intérêts du continent. L'agenda 2063 nous permet de négocier avec les autres d'une seule voix, ensemble. Par exemple, si je prends le cas de l'Europe, il y a les fameux accords de partenariat économique qui sont en train d'être négociés avec les différentes régions, avec le Maghreb, avec la CEDEAO, avec les autres communautés économiques régionales. Il faut mettre fin à ces négociations séparées. Il faut que l'Afrique, sur la base du projet de zone de libre-échange continentale africaine, négocie les questions de commerce avec les autres partenaires, avec l'Europe, avec les États-Unis, avec le Japon, avec la Chine, etc. Ensemble, tout le monde le sait, on est forcément plus fort. Divisé, on est plus faible. Nous restons en Algérie. Le gel de toutes les taxes et impôts compris dans la loi de finances 2022 a été ordonné à partir d'aujourd'hui par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'issue du Conseil des ministres des taxes et impôts liés aux produits alimentaires, aux équipements électroniques et informatiques. L'État s'engage par ailleurs à assumer la différence des prix entre les marchés internationaux et locaux. Le vice-ministre hondurien des Affaires étrangères, Gerardo Torres Zelaya, effectue une visite de travail en Algérie. Cette visite sanctionne la première tournée internationale et a pour objectif d'affiner le partenariat avec le continent africain. Sofiane Barouti.
À l'occasion de sa première tournée internationale, le vice-ministre chargé des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Honduras, Torres Zelaya Gerardo, a débuté sa tournée par la Turquie. Torres Zelaya sanctionne en Algérie la volonté du nouveau gouvernement hondurien de construire des ponts avec le continent africain. Tegucigalpa considère l'Algérie comme un acteur géopolitique central dans la sphère afro-méditerranéenne. Le commerce, principalement l'agronégocio et l'industrie énergétique, secteur clé de l'économie algérienne, intéresse particulièrement l'État centro-américain. La tournée est donc l'occasion d'ouvrir de nouveaux horizons sur les rives de l'Atlantique Sud. Le renforcement du lien fraternel entre l'Algérie et la Mauritanie, qui se cristallise par l'ouverture de lignes maritimes et la construction de l'importante route qui relie Tindouf à Zouérat, devra aider à construire les rails d'un partenariat plus fécond entre les rives africaines et le côté latino-américain et caribéen. Le vice-ministre hondurien a visité à l'occasion les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf et a entériné la reconnaissance de son gouvernement de la République arabe sahraoui démocratique, État membre de l'Union africaine. Les relations diplomatiques entre les deux pays datent de 1989. Elles ont été suspendues et sont, à cette occasion, relancées par Torres Zelaya Gerardo. Cette visite précise la tendance indiquant le cumul de victoires diplomatiques enregistrées par le Front Polisario, en lutte pour faire reconnaître le droit du peuple du Sahara occidental à disposer de lui-même. Pour rappel, le Mexique de Manuel López Obrador, la Bolivie du MAS, le Pérou de Pedro Castillo et probablement bientôt le Chili après l'élection de Gabriel Boric et aujourd'hui le Honduras sont autant de pays latino-américains qui ont récemment inauguré ou relancé des relations diplomatiques actives avec la République arabe sahraoui démocratique. Et le vice-ministre hondurien des Affaires étrangères annonce officiellement depuis le Sahara occidental la reprise des relations diplomatiques entre le Honduras et la République arabe sahraoui démocratique. Je vous propose de l'écouter. Premièrement, nous avons réalisé une visite en Algérie et au Sahara occidental, membre fondateur de l'Union africaine. Deuxièmement, la République du Honduras reconnaît la République arabe sahraoui démocratique depuis novembre 1989. Troisièmement, cette visite au Sahara occidental est un acte de réciprocité qui suit la visite officielle qu'a effectuée le ministre des Affaires étrangères de la race, Mohamed Salem Ould Salek, le 27 novembre au Honduras à l'occasion de l'investiture présidentielle. Libye, le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah a souligné l'importance de tenir des élections le plus tôt possible pour mettre fin à la crise actuelle dans son pays. La solution à la crise actuelle ainsi que la paix et la réconciliation dans le pays peuvent être obtenus en organisant des élections rapidement, a déclaré Dbeibah dans un discours prononcé lors du Forum de réconciliation nationale dans la ville de Riqdalin, à quelques 120 km à l'ouest de la capitale Tripoli. Dbeibah qui accuse la Chambre des représentants du Parlement d'émettre de fausses résolutions et d'être responsable du conflit et de l'effusion de sang. Le Premier ministre libyen a en outre indiqué que son gouvernement restera en place jusqu'à la tenue d'élections et qu'il ne cédera le pouvoir qu'à un gouvernement élu. En Tunisie, le président Kais Saïed a signé un décret relatif à la création d'un conseil supérieur de la magistrature provisoire après avoir dissous il y a une semaine cette haute instance judiciaire. Le décret en question comprend les modalités de grève des magistrats tunisiens. Tininan Makassi. Les réformes du président tunisien se poursuivent. Après avoir limogé le Premier ministre et son gouvernement, suspendu le Parlement en juillet dernier, le président Kais Saïed a dissous le 5 février le Conseil supérieur de la magistrature et a annoncé ce dimanche avoir signé un décret relatif à son remplacement par un autre organe temporaire. C'est ce que confirme un décret publié dimanche au journal officiel, mais sans préciser la durée de son mandat. Le texte stipule en outre, je cite, « Il est interdit aux magistrats de tout grade de faire grève ou de tenir toute action collective organisée qui pourrait perturber ou retarder le fonctionnement normal des tribunaux. » Le chef de l'État tunisien affirme que cette décision est due à la partialité du dit conseil, qu'il accuse d'être sous influence du parti islamo-conservateur Ennahda.
Il a en outre souligné la nécessité de purger le pays de tous les aspects de la corruption, indiquant que cela passe forcément par la mise en place d'un système judiciaire juste dans lequel tous les individus sont égaux devant la loi. Pour rappel, le Conseil supérieur de la magistrature est une institution constitutionnelle depuis 2014 et elle a été complétée en 2016 par la loi organique numéro 2016-34. En République démocratique du Congo, environ 5000 militaires de la garde républicaine, l'unité affectée à la protection des institutions mais aussi du président de la République, ont participé à une marche dite d'endurance selon les termes de la présidence de la République. L'armée ajoute le terme de dissuasion, objectif affiché, rassurer la population au sujet de la loyauté des hommes en uniforme après l'arrestation de François Beya, le conseiller spécial en charge de la sécurité du président. Au Burkina Faso, 7 organisations de la société civile composeront la coordination nationale pour une transition réussie, une sorte de sentinelle en vue de surveiller les engagements pris par la transition et dénoncer les manquements. Cette coordination appelle la communauté internationale à accompagner le Burkina Faso durant cette période difficile. Le gouvernement béninois a réagi aux attaques terroristes meurtrières survenues dans le parc national au cours de cette semaine. En plus de 6 morts dénombrés dans un premier temps, 3 autres ont été annoncés. Tous les décès sont survenus après l'explosion de mines artisanales. On compte donc désormais 9 morts et 12 blessés, précise le gouvernement. La stratégie du gouvernement pour garantir la sécurité sur tout le territoire national suit son cours et s'intensifiera avec la réception prochaine des nouveaux équipements de pointe commandés. En effet, le gouvernement a mis à la disposition des forces armées béninoises d'importantes ressources financières, non seulement pour les équiper, mais aussi pour recruter et former du personnel. Au regard de la nature des événements en cause, la dite stratégie déjà en cours de déploiement sera accélérée car, bien que le phénomène soit mondial et concerne particulièrement notre sous-région, il ne peut en aucun cas être au-dessus de nos moyens et n'entamera en rien notre détermination à y faire face avec succès. À Madagascar, le bilan humain s'est alourdi à 120 morts près d'une semaine après le passage du cyclone Batsiré. 125 000 personnes sont sinistrées. La majeure partie des victimes ont été recensées dans le seul district d'Ikongo. La principale inquiétude concerne l'accès à l'eau potable. Les organisations humanitaires craignent la propagation de maladies liées à la consommation d'eau polluée. En Jordanie, 200 téléphones piratés par 2 logiciels espions sionistes. Parmi les victimes du piratage, des membres de la Cour royale hachémite, du comité olympique jordanien, des activistes et hommes politiques ou encore Hanan Al-Atr, la compagne du journaliste défunt Jamal Khashoggi. Une faille de sécurité inédite dans le royaume jordanien qui inquiète les associations de défense des droits de l'homme. Les 2 logiciels utilisés peuvent s'infiltrer dans les téléphones, récupérer les données, accéder aux photos, aux messages et même enregistrer les conversations, des caractéristiques proches du programme Pegasus appartenant au groupe sioniste NSO. 6 civils, dont 2 enfants, ont été tués samedi dans un bombardement dans la province d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres, cette région est considérée comme le dernier grand bastion rebelle du pays. La région fait l'objet d'un cessez-le-feu depuis mars 2020. Frank-Walter Steinmeier a été réélu cet après-midi président de la République fédérale allemande, un poste largement honorifique dans le pays. L'ancien ministre des Affaires étrangères d'Angela Merkel a été désigné par un collège électoral spécialement constitué pour cette occasion. Il réunit les députés du Bundestag, des élus locaux des Länder, mais aussi des personnalités de la société civile. Le social-démocrate repart ainsi pour un second mandat à ce poste qu'il occupe depuis mars 2017.
Nous réapprenons ce que nous aurions pu savoir. La paix ne va pas de soi. Elle doit toujours être gagnée par le dialogue et, si nécessaire, par la clarté, la dissuasion et la détermination. C'est tout cela qu'il faut maintenant. Je serai au-dessus des partis, oui, mais je ne suis pas neutre lorsqu'il s'agit de la démocratie. Celui qui se bat pour la démocratie, celui qui se bat pour elle, mourra de son côté. Ceux qui l'attaquent mourront comme adversaires. Un mot sur la crise ukrainienne. 7 pays arabes ont appelé samedi leurs ressortissants en Ukraine à quitter le pays, exhortant ceux qui veulent s'y rendre à reporter leur déplacement. C'est ce qui ressort des communiqués publiés par les ambassades à Kiev des Émirats arabes unis, du Maroc, de l'Arabie saoudite, de l'Irak, de la Jordanie, de la Palestine et du Koweït. Hongrie, le leader ultra-conservateur Viktor Orban va briguer un 4e mandat lors des législatives du 3 avril, mais en affrontant cette fois un candidat unique de l'opposition. Pour préserver ses chances, il multiplie les mesures électoralistes. Le Premier ministre a annoncé que le gel du prix de l'essence serait prolongé au-delà du 1er mai, un signe supplémentaire que le pouvoir d'achat sera au cœur de son programme. Non seulement le virus, mais aussi la gauche ont attaqué la Hongrie dans l'espoir de renverser le gouvernement. Quand nous avons dû fermer, ils ont exigé d'ouvrir. Quand nous avons dû ouvrir, ils ont exigé de fermer. Ils nous ont accusés de dictature, ont organisé des campagnes contre nous à l'étranger, ont distribué de fausses vidéos, des nouvelles fausses, c'est horrible. Mes amis, c'est une grave irresponsabilité, voire plus. Avec suffisamment de modestie, mais nous pouvons dire avec confiance que nous n'avons pas renoncé à nos objectifs au moment de l'épidémie, de sorte que nous sortons de la crise actuelle plus fort que nous n'y sommes entrés. Au Turkménistan, le président du pays a amorcé samedi un passage de témoin avec l'annonce d'une présidentielle anticipée en mars, son fils faisant figure de dauphin, même si aucune annonce n'a encore été faite. Gurbanguly Khemadov, 64 ans aux commandes du pays depuis 15 ans, a pris cette décision difficile selon ses déclarations du fait de son âge et a ajouté que le pays avait besoin de jeunes dirigeants. En Turquie, les dirigeants de 6 partis d'opposition se réunissent à Ankara pour convenir d'un protocole d'accord concernant le retour à un système parlementaire au cas où ils parviendraient à remporter une victoire contre le président Recep Tayyip Erdogan lors des élections prévues en 2023. La Turquie est passée à une présidence exécutive à la suite d'un référendum en 2017, mais l'opposition s'est montrée très critique à l'égard du nouveau système qu'elle considère comme une manœuvre d'Erdogan pour faire taire toute critique. Direction Londres, à Manchester plus précisément. La tension est palpable dans les rues mancuniennes. Des milliers de manifestants ont défilé pour protester contre la flambée du coût de la vie qui étrangle les ménages aux revenus modestes. Les précisions avec Mohamed Ali Ben Chapen. Des centaines de Britanniques ont manifesté ce samedi dans plusieurs régions du Royaume pour dénoncer la flambée des prix avec en ligne de mire les factures d'énergie qui ne cessent d'augmenter depuis quelque temps. Pour atténuer la colère des protestants, le gouvernement annonce un plan de 9 milliards d'aides, insuffisant selon manifestants, syndicats et associations. Je suis ici pour protester contre le coût de la vie aujourd'hui et pour protester contre l'avidité de la société capitaliste dans laquelle nous vivons et qui pousse tant de gens dans la pauvreté. À Londres, les manifestants appellent à faire baisser les factures d'énergie, mais aussi pour dénoncer une situation économique et sociale qui étrangle les ménages aux revenus modestes. C'est ce qui se passe maintenant. Les prix de l'énergie, et ça affecte tout le monde. Ça m'affecte moi. Cela affecte les classes moyennes, les classes ouvrières. Nous devons vraiment nous rassembler et dire que ça suffit.
D'autres manifestations étaient prévues dans le reste du Royaume-Uni, de Glasgow à Cardiff en passant par Manchester. Les travailleurs à bas revenus font face à une période exceptionnellement difficile à cause d'une flambée du coût de la vie. Je suis très pauvre de ce point de vue. Et en plus, maintenant que les prix de l'énergie ont doublé, je n'ai pas d'argent. Oui, c'est pour ça que je suis là. La Banque d'Angleterre a prévu que l'inflation déjà au plus haut niveau depuis 30 ans, à 5,4% fin 2021, pourrait grimper à 7,25% d'ici avril et ne devrait pas retrouver des niveaux normaux d'ici 2 ans. Dans le dossier santé Covid-19, l'Algérie enregistre une nouvelle légère hausse des cas durant les dernières 24 heures. 526 nouvelles contaminations annoncées par le ministère de la Santé dans son bilan quotidien. Un bilan qui fait également état de 419 guérisons et 14 décès. Situation toujours aussi tendue au Canada. La mobilisation continue depuis plus d'une semaine. Les routiers venus de tout le pays occupent le quartier du Parlement à Ottawa et d'autres villes comme Toronto. Le mouvement s'est rapidement transformé en contestation des mesures sanitaires. Le point sur la situation avec Naïla Hamoud. Drapeau canadien en main, klaxons actionnés, les manifestants anti-mesures sanitaires au Canada continuent de paralyser le centre-ville de Toronto, et ce, depuis 3 week-ends consécutifs. Les manifestants ne décolèrent pas, ils évoquent une atteinte aux règles essentielles du droit international humanitaire. Ce n'est plus ton corps, ton choix. Ils demandent que vous ayez des choses non nécessaires et contre la Convention de Genève. Ce qu'ils considèrent comme une tyrannie n'effleure même pas la surface de ce que les gouvernements du monde entier et du passé ont fait. Le concept même de quarantaine qui signifie 40 jours, n'est-ce pas? À l'époque du choléra et de la peste, si vous vouliez entrer dans une ville, vous deviez rester dans un bateau de la peste pendant 40 jours avant d'être autorisé à entrer. Ces revendications sont toujours présentes. Mais elles se sont enrichies du ras-le-bol lié à la situation sanitaire et aux mesures contraignantes prises par le gouvernement pour tenter de la résoudre. Ce genre de populisme américain de droite, d'extrémisme n'est pas le bienvenu ici. Tout ce qu'ils entendent d'eux-mêmes, ce qu'ils se mettent en avant, qu'ils se donnent des retours positifs. Toutes les obligations, les masques, les vaccins, l'éloignement social. Nous sommes des humains, nous avons besoin de contact, nous avons besoin de câlins. Ils font en sorte que les gens aient peur les uns des autres. Évacuation à l'arrêt, le pont de l'Ambassador Bridge, l'axe frontalier majeur avec les États-Unis, reste bloqué par les manifestants opposés aux mesures sanitaires. Il représente un quart des échanges de marchandises entre les deux États. Ce blocage a entraîné des perturbations pour l'industrie automobile des deux côtés de la frontière. 2 autres axes frontaliers sont également bloqués. Le premier, à Emerson, relie la province du Manitoba au Dakota du Nord, tandis que le second est situé en Alberta. Et ce mouvement de contestation ne s'est pas limité qu'au Canada. Des actions similaires ont été observées en France, mais aussi aux Pays-Bas. Des opposants aux restrictions sanitaires venus protester en convoi de tous les pays ont quitté samedi le centre-ville de La Haye après l'avoir bloqué pendant plusieurs heures. Selon la police, de son côté, la télévision publique néerlandaise a annoncé que plusieurs centaines de véhicules ont bloqué le célèbre Binnenhof, où se trouvent plusieurs centres décisionnels et législatifs nationaux. Dans le nord du continent, la Norvège a levé ses dernières restrictions en supprimant les consignes de distanciation sociale ainsi que le port du masque dans les espaces malgré une flambée des infections en variant Omicron. La Norvège avait déjà supprimé au début du mois la plupart des autres restrictions liées au Covid comme le télétravail ou la limitation de la taille des rassemblements. L'obligation d'isolement pendant 4 jours après un test positif au Covid a été rétrogradée samedi à une simple recommandation.
La date de l'élection présidentielle en Corée du Sud se rapproche, prévue pour le 9 mars prochain. La campagne est désormais polluée par les scandales après les histoires de spéculation immobilière. Les dernières polémiques en date concernent les femmes des deux principaux candidats. Enregistrement téléphonique, abus de biens sociaux, mais aussi lien avec des chamans font les choux gras des journaux coréens. Le chamanisme est un sujet qui divise au Corée du Sud, un pays très chrétien. Ces différents scandales n'ont pas tellement fait baisser les intentions de vote des candidats qui sont toujours en coude à coude dans les sondages à un peu moins de 4 semaines de scrutin très important pour l'avenir de la péninsule coréenne. La Corée du Nord en phase de provocation avec ses récents essais de missiles balistiques, a estimé samedi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Blinken et ses homologues sud-coréens Chung Wi-Young et japonais Hayashi Yoshimasa ont réaffirmé leur unité face à la menace nord-coréenne samedi lors d'une rencontre à Honolulu dans l'État américain de Hawaï. Pyongyang doit cesser ses activités illégales et entamer le dialogue, ont-ils écrit dans un communiqué conjoint qualifiant de déstabilisant les 7 essais d'armement effectués par la Corée du Nord depuis le début de l'année. Just with colleagues, but with friends, as well as with their teams. It is. Il est clair pour nous tous que la Corée du Nord est dans une phase de provocation. Nous condamnons les récents tirs de missiles et les violations des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous continuerons à leur demander des comptes. Nous avons discuté des moyens d'approfondir la coopération bilatérale afin de les dissuader, de limiter la portée de leurs armes les plus dangereuses. Je tiens à souligner que nous n'avons aucune intention hostile envers la Corée du Nord et que nous restons ouverts au dialogue sans conditions préalables si Pyongyang choisit cette voie. Économie, nous allons nous intéresser au bras de fer entre le constructeur automobile Renault et son ancien PDG Carlos Ghosn. Dans un entretien accordé cette semaine à la presse française, le fugitif n'y va pas de main morte en évoquant les résultats de Renault. Kherdin Batash. Règlement de compte à couteau tiré entre l'ex-patron du groupe automobile français Renault et la direction de la marque aux losanges. Un premier constructeur mondial, des résultats de croissance et de profitabilité records sur l'histoire de l'entreprise et des embauches. Donc un groupe en pleine croissance, une alliance devenue numéro 1 mondiale qui est aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Résultat minable ou encore petit constructeur fragile. L'ancien PDG du groupe Renault-Nissan s'est lâché à l'occasion d'un entretien accordé au quotidien Le Parisien. La vérité, c'est qu'un numéro 1 mondial est devenu un petit constructeur fragile. Cela me fait de la peine de voir que Renault n'est plus que l'ombre de lui-même. De voir que Renault est aujourd'hui tenu en laisse par le ministère de l'économie et des finances qui lui accorde un PGE en expliquant que c'est grâce à cela que l'entreprise survit. Le franco-libanais désormais exilé au Liban après avoir filé à l'anglaise du Japon, où il était poursuivi par la justice, s'est livré à un étonnant exercice d'analyse de la situation économique de Renault. Après une année 2020 catastrophique sur le plan des résultats, Renault n'a pas pu sortir la tête de l'eau en 2021. En cause, un chiffre d'affaires qui continue de sombrer dans le rouge au 3e trimestre avec une baisse de 13,4%. Les ventes globales sont en recul de 7,1%, avec une baisse de 22,3% des immatriculations dans le monde. En attendant la publication du rapport annuel prévu pour le 18 du mois en cours, le groupe annonce pour ce trimestre un chiffre d'affaires total de 8,9 milliards d'euros. Passé de la lumière à l'ombre en l'espace de quelques mois, Carlos Ghosn est visé par un mandat d'arrêt d'Interpol suite à son évasion du Japon, où il était assigné à résidence. Culture, direction Berlin, où se déroule l'un des festivals de cinéma les plus importants au monde. Le Festival international du film de Berlin a accueilli, comme à son accoutumée, plusieurs réalisateurs venus des 4 coins du monde pour décrocher le fameux Ours d'or. Amira Beja.
La Berlinale 2022 a ouvert ses portes ce jeudi 10 février. Pendant 10 jours de compétition, 18 films seront jugés. Parmi les membres du jury, on citera le réalisateur algéro-brésilien Karim Aynouz, connu pour sa maturité et sa liberté cinématographique. Cette année, la programmation met l'accent sur la famille et l'environnement social, ce qui nous envoie à la situation sanitaire mondiale. Selon le président du jury, le réalisateur américain M. Night Shyamalan, le cinéma nous donne l'opportunité de nous remettre en question et de nous transformer. Cette 72e édition marque un grand retour du film à Berlin. La mission que s'est fixée les organisateurs est de montrer des films qui questionnent et qui marquent le public. Parmi les films qui marquent pendant cette Berlinale, on nommera Rob of Games, le premier long métrage de la Mexicaine Natalia López Gallardo. La réalisatrice nous emmène dans le quotidien de 3 femmes qui vivent dans une campagne mexicaine et luttent contre un cartel de drogue. On attendra le 20 février pour connaître celui ou celle qui décrochera l'ours d'or de cette année. Place à présent au Zoom du 19h. « 62 ans après l'opération Gerboise Bleue, les essais nucléaires français dans le sud algérien laissent jusqu'à présent leurs stigmates. Les populations du sud, notamment à Rguen, en subissent de plein fouet les conséquences environnementales, mais aussi et surtout sanitaires. 62 ans plus tard, le dossier n'a pas connu de dénouement. Pour en parler dans le Zoom ce soir, le directeur de l'Observatoire français des armements, Patrice Bouvret. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, quel rôle l'Observatoire français des armements a joué pour mettre au grand jour ces essais nucléaires et leurs conséquences? Le rôle de l'Observatoire des armements a été, dans un premier temps, de faire de l'information, de la recueillir et de la transmettre sur ces conséquences des essais nucléaires, puisque c'était un sujet dont, même en France, on n'en parlait pas du tout. Donc, c'était dans les années 1990 qu'on a commencé à recueillir des témoignages, aller se rendre sur place aussi pour visiter les sites, se rendre compte des conséquences et après informer le public, bien évidemment, informer les parlementaires en France aussi pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Justement, pour vous, Patrice Bouvret, est-il question que la France assume ses responsabilités? À ce jour, la France a toujours pas pris ses responsabilités, bien évidemment, car elle était au courant dès le début que ces essais, ces explosions nucléaires, d'ailleurs on devrait parler pour que ça soit plus compréhensible, auraient des conséquences, y compris pour les populations locales, pour le personnel qui y participait. Et donc, après, à la fin justement des essais en Algérie, quand elle est partie en Polynésie, au lieu de mettre en place un programme déjà de rapatriement de tous les déchets nucléaires qu'elle avait créés, elle a simplement creusé des trous pour les mettre dedans, sans mettre vraiment d'indication pour les gens, sans faire un suivi non plus médical pour les populations sur place. Donc, oui, la France n'a pas pris ses responsabilités à ce moment-là. Les indemnisations, justement, Monsieur Bouvret, qu'en est-il des indemnisations? Pardon, qu'en est-il des indemnisations, Monsieur Bouvret? Au niveau, ce qui a été mis en place à partir de 2010, donc suite à une grande campagne menée par les associations en France et en Polynésie, c'est d'obtenir une loi d'indemnisation qui permet à des personnes qui ont été victimes des essais de déposer un dossier, avec toute la difficulté. D'une part, il faut que les personnes puissent prouver qu'elles étaient bien dans les zones proches des essais nucléaires, donc ça avec des papiers bien évidemment. Ça se limite aux dates des essais nucléaires, alors que la radioactivité a des effets sur 20-30 ans après, bien évidemment. Et puis, il faut avoir une maladie dans une liste de 23 maladies. À partir de ces 3 éléments, n'importe quelle personne, effectivement française ou algérienne ou polynésienne, peut déposer un dossier.
Mais après, le problème, c'est qu'effectivement, d'une part, c'est des démarches administratives lourdes. Il faut en plus, il aurait fallu que la loi, ne serait-ce que par rapport à l'Algérie, soit traduite en arabe, diffusée auprès des populations avec des équipes médicales pour les aider à monter des dossiers, ce qui n'a pas été fait. Monsieur Bouvray, justement, par rapport à la loi Hervé Morin de 2010, elle n'a malheureusement pas permis l'indemnisation des victimes. Non, pas plus, très peu en Algérie, puisqu'une seule personne a pu en bénéficier, de résidents en Algérie. En France ou en Polynésie, c'est quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes, alors que le nombre de victimes, effectivement, se compte en dizaines de milliers. Alors, la France n'a pas permis l'identification des sites de ces essais. Est-ce une façon de fuir sa responsabilité de décontamination ? C'est une façon, en ne transmettant, en n'ouvrant pas les archives aux autorités algériennes, c'est une façon effectivement de ne pas assumer ses responsabilités, de ne pas rentrer dans un processus de réparation. En même temps, suite au colloque qu'avait organisé donc le gouvernement algérien en 2007 à Alger sur les essais nucléaires français, les deux présidents, donc français et algériens de l'époque, ont mis en place une commission qui était censée, justement, en 2008, censée établir un état des lieux et prévoir des réparations et la manière de les mener, puisque l'Algérie est indépendante, la France ne peut plus se rendre comme ça en Algérie sans négociation, et bien évidemment, avec le gouvernement. Depuis 2008, cette commission se réunit, mais on n'a aucun résultat de ce qui a pu se dire, des plans qu'ils ont pu élaborer, ni qu'est-ce qui fait blocage. Si c'est une question d'argent, une question de manque de volonté politique. Et Monsieur Bouvray, pourquoi justement, à votre avis, il n'y a pas eu de recommandations depuis l'annonce de cette, c'est-à-dire en 2008, de cette loi? Je pense qu'il y a des responsabilités des deux côtés. Bon, la France qui a la responsabilité majeure dans la mesure où dès la fin des essais, elle aurait dû procéder à ces nettoyages. Et l'Algérie qui s'est retrouvée à autoriser pendant 5 ans les essais nucléaires dans cette zone-là au moment de l'indépendance. Puisqu'en 62, dans les accords d'Évian, ils accordaient à la France la possibilité de faire ces essais. Et la majorité des essais français faits en Algérie l'ont été faits pendant la période d'indépendance. Très bien, merci beaucoup Monsieur Patrice Bouvray d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire français des armements. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo du monde présentée par Madame Zenzitouni. Demain, retrouvez Amine Toutah pour l'édition de 13h. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.